Vous ne manquez peut-être pas de sens. Vous manquez peut-être seulement du courage de regarder l'endroit précis où vous vous trahissez. C'est plus brutal que l'idée vague d'une vie sans but, et c'est aussi plus exact. On aime croire que le vide intérieur vient d'une absence de mission, d'un manque d'opportunité, d'un défaut de talent ou d'un destin plus modeste que celui des figures que l'histoire a retenues. On contemple Jung, Freud, Einstein, Mandela et tant d'autres comme s'ils appartenaient à une espèce plus dense que la nôtre, presque à une catégorie d'existence séparée, et ce simple regard suffit souvent à installer une fatigue silencieuse, un sentiment de retard, une impression d'avoir reçu moins, ou pire, d'avoir moins osé faire de ce qui nous a été donné. Mais ce malaise repose sur une erreur fondamentale. Ce qui distingue une existence significative d'une existence dispersée n'est pas d'abord l'ampleur de ses résultats, ni le nombre de regards tournés vers elle, ni la taille de son empreinte publique. Ce qui la distingue, c'est la qualité du rapport qu'elle entretient avec sa propre vérité. Or c'est précisément là que la plupart des êtres deviennent flous. Non parce qu'ils sont superficiels au sens vulgaire du terme, mais parce qu'ils vivent séparés d'une partie décisive d'eux-mêmes. Ils connaissent leur rôle, leurs habitudes, leurs préférences, leurs versions socialement lisibles. Ils savent comment se raconter. Ils savent aussi ce qu'il convient de montrer pour être tolérés, compris, reconnus, ou simplement laissés tranquilles. Mais ils ignorent encore ce qui, en eux, travaille dans l'ombre, corrige leurs décisions, parasite leurs relations, déforme leurs jugements, interrompt leurs élans, sabote leur propre commencement. Ils vivent au contact de leur surface et prennent cette proximité pour de la connaissance de soi. C'est insuffisant. Et c'est de cette insuffisance que naît souvent l'impression obscure d'une vie vécue à côté d'elle-même. Jung avait déplacé la question du sens avec une radicalité qui reste inconfortable. Pour lui, le centre d'une existence ne se trouvait pas dans ce qu'elle accumule, mais dans ce qu'elle intègre. Le but d'une vie ne peut pas être dissocié de la structure psychique de celui qui la traverse. Il ne s'agit pas d'atteindre un modèle extérieur, encore moins de correspondre à une idée abstraite du succès. Il s'agit d'habiter plus complètement ce que l'on est, ce qui suppose immédiatement une tâche bien moins flatteuse que la quête d'une grandeur visible. Il faut descendre. Il faut regarder ce qui, en soi, n'a pas été admis. Il faut cesser de croire que l'identité se limite à ce que l'on reconnaît spontanément comme soi. La conscience ordinaire est pauvre. Elle ne contient qu'une fraction de l'être. Au centre de cette conscience, il y a l'ego, cette instance qui dit « je », qui organise les récits, qui distingue, choisit, ordonne, justifie. Mais l'ego n'est pas le tout. Il n'est même pas forcément la région la plus lucide. Sous lui s'étend un territoire bien plus vaste, l'inconscient, où gisent non seulement des contenus oubliés ou refoulés, mais aussi des forces entières que la personnalité visible a jugé prudent d'écarter. C'est là que se forme ce que Jung appelle l'ombre. Et l'ombre n'est pas seulement le dépôt de ce qu'il y a de honteux en nous. C'est ce qui a été repoussé pour que nous puissions maintenir une certaine image de nous-mêmes. On y trouve bien sur la colère que l'on désavoue, l'envie que l'on moralise, la paresse que l'on méprise, les pulsions que l'on nie, les pensées qu'on n'oserait pas signer. Mais on y trouve aussi des intensités interdites, des puissances reniées, des désirs relégués, des capacités qui dérangeaient l'équilibre ancien de la personnalité. L'ombre n'est pas simplement sombre parce qu'elle serait mauvaise. Elle est sombre parce qu'elle est restée sans lumière, sans langage, sans droit d'entrée dans l'identité officielle. C'est cela qui la rend dangereuse. Non son existence, mais son exil. La plupart des êtres préfèrent vivre comme si cette part n'existait pas. Ils s'attachent à leur persona, c'est-à-dire à cette forme psychique qui leur permet de circuler dans le monde avec suffisamment de cohérence pour ne pas être disloqués à chaque interaction. La persona n'est pas un mensonge grossier. Elle est une fonction. Elle sert à tenir une place, à parler une langue commune, à devenir compréhensible pour les autres. Mais elle devient un piège lorsqu'elle absorbe l'identité entière. Lorsqu'un être commence à croire qu'il est totalement ce qu'il montre, il devient opaque à ses propres profondeurs. Il ne voit plus ce qui agit en lui sans être reconnu. Il ne comprend plus pourquoi certaines situations le blessent au-delà du raisonnable, pourquoi certains comportements chez autrui provoquent une irritation presque excessive, pourquoi certaines ambitions se répètent sans jamais se concrétiser, pourquoi certains attachements ou certains rejets semblent le précéder lui-même. Or tout cela vient souvent de l'ombre. Ce que nous condamnons avec le plus de violence chez les autres parle souvent de ce que nous refusons de rencontrer en nous. Ce que nous appelons parfois simple indignation morale n'est qu'une projection plus ou moins élégante. On déteste avec intensité ce que l'on soupçonne en soi. On dénonce à l'extérieur ce que l'on a enterré à l'intérieur.
Voilà pourquoi le travail de l'ombre commence moins par une théorie que par une surveillance exigeante de ses propres réactions. Pourquoi ai-je agi ainsi? Qu'est-ce qui, dans cette situation, a parlé avant même que ma raison n'intervienne? Pourquoi tel geste chez l'autre m'atteint-il autant? Pourquoi tel trait me scandalise-t-il chez lui alors qu'il pourrait n'être, chez un autre, qu'un détail? Pourquoi ai-je besoin de me raconter que ce comportement ne m'appartient pas? Ces questions n'ont rien d'un exercice décoratif d'introspection. Elles sont le début d'une offensive contre l'innocence superficielle. Jung ne demandait pas à l'être humain de devenir moralement impeccable. Il lui demandait de devenir plus entier. Et être entier est plus difficile qu'être vertueux de façade, parce que cela oblige à reconnaître que l'on ne se réduit ni à ses qualités officielles, ni à ses bonnes intentions, ni à l'image polie qui nous permet de continuer à vivre sans trop de contradictions apparentes. Beaucoup reculent devant cette rencontre parce qu'ils imaginent qu'elle va les dégrader. En réalité, elle les déstabilise d'abord. Et cette déstabilisation est nécessaire. Il faut perdre une certaine innocence pour gagner une certaine justesse. Voir davantage ne fait pas immédiatement du bien. Cela retire surtout des anesthésies. On croyait être simplement calme, on découvre la profondeur de sa colère rentrée. On croyait être discipliné, on découvre la violence avec laquelle on a appris à nier ses propres besoins. On croyait avoir dépassé certaines jalousies, on comprend qu'elles travaillent encore en silence, non pour nous humilier, mais pour signaler des directions de désir abandonnées. La première conséquence de la lucidité n'est pas la paix. C'est le trouble. Mais ce trouble est plus digne que la tranquillité du mensonge. Parce qu'il ouvre enfin un accès réel à la transformation. Rien de ce qui est ignoré ne disparaît. Cela s'enfonce, se compacte, revient autrement. Une colère niée ne devient pas douceur. Elle devient retardement. Une paresse méprisée ne devient pas énergie. Elle devient épuisement, sabotage, inertie déguisée. Une impulsion refoulée ne cesse pas d'exister parce qu'on la déclare indigne. Elle s'organise dans les souterrains de la vie psychique et finit tôt ou tard par prendre sa revanche. Jung ne propose donc pas de purifier l'âme, mais d'intégrer ce qui a été banni. Non pour lui céder, mais pour ne plus en être secrètement gouverné. Une personne qui reconnaît sa colère peut enfin apprendre à s'en servir là où elle protège, sépare, refuse l'inacceptable. Une personne qui reconnaît son envie peut comprendre qu'elle indique peut-être une vie qu'elle n'a jamais osé vouloir pour elle-même. Une personne qui reconnaît sa fatigue profonde peut voir qu'elle résistait depuis longtemps à une forme d'existence devenue fausse. Tout dépend du rapport conscient que l'on entretient avec ses propres forces. Tant qu'on pense en termes de bons morceaux à montrer et de mauvais morceaux à écraser, on reste au seuil de soi-même. Le travail de l'ombre n'est pas un culte de l'obscur. C'est une discipline de totalité. Mais se connaître, même plus lucidement, ne suffit pas. C'est ici que beaucoup s'arrêtent, comme si la conscience de soi était déjà une forme d'accomplissement. Elle ne l'est pas. Elle n'est qu'un début plus exigeant qu'on ne le croit. Car une fois que l'on voit davantage ce que l'on est, il devient beaucoup plus difficile de continuer à vivre de manière purement réactive. Or une immense partie des existences reste enfermée dans ce régime. On attend. On espère. On ajuste. On commente. On réagit à ce qui advient sans jamais devenir véritablement l'instance qui initie. On aimerait que le sens apparaisse de lui-même, que la forme de la vie surgisse d'un événement extérieur, d'une bonne rencontre, d'un moment plus clair, d'un apaisement préalable. Beaucoup pensent qu'ils commenceront quand ils seront prêts. Ils ne voient pas que cette ridinesse imaginaire est souvent le nom noble du retard. Jung n'accordait aucune noblesse réelle à cette passivité. Une vie réactive peut survivre, bien sûr. Elle peut même se remplir d'occupations, de relations, de projets évoqués, de rêves entretenus. Mais elle reste intérieurement vacante tant qu'elle n'ose pas faire passer quelque chose de l'ordre psychique à l'ordre des actes. Le sens n'apparaît pas dans les déclarations. Il se précise dans les engagements. Voilà pourquoi Jung pouvait être si sec. Vous êtes ce que vous faites, non ce que vous dites que vous ferez. Cette phrase heurte parce qu'elle dégonfle immédiatement l'importance que nous accordons à nos intentions. Une personne peut se croire écrivain pendant 10 ans, habiter intérieurement tout un imaginaire littéraire, aimer profondément les livres, parler sans cesse de l'œuvre qu'elle portera un jour, et pourtant ne jamais écrire assez pour que ce désir devienne autre chose qu'une autofascination. Une autre peut rêver de vivre selon ses valeurs, de contribuer, de transmettre, de protéger, d'aimer avec justesse, de bâtir quelque chose de plus haut qu'elle-même, et continuer malgré cela à vivre dans l'attente que les circonstances se mettent enfin à la hauteur de ses aspirations.
Mais une aspiration n'est pas un acte. Un désir n'est pas encore une vie. Une projection n'est pas une forme. Il faut faire. Même imparfaitement. Même sans certitude. Même sans garantie intérieure totale. C'est là que la question du sens rejoint celle du courage. Non parce qu'il faudrait transformer la vie en héroïsme permanent, mais parce que toute action véritable engage une perte possible. Celui qui veut écrire devra risquer la médiocrité de ses premières pages, l'écart entre ce qu'il sent et ce qu'il sait faire, le refus, la lenteur, peut-être l'indifférence. Celui qui veut parler plus juste devra risquer l'inconfort, la rupture de certains accords tacites, l'image moins lisse de lui-même. Celui qui veut vivre plus aligné devra risquer de ne plus être immédiatement tolérable pour tous. Il n'y a pas d'action vivante sans frottement. C'est pourquoi Jung pouvait dire que là où se trouve votre peur, là se trouve votre tâche. Cette phrase n'a rien d'une petite maxime motivante. Elle est plus sévère. Elle veut dire que le point précis où votre psychisme se contracte n'est pas toujours l'indice qu'il faut s'éloigner. C'est souvent le lieu même où la vie vous réclame davantage. Nous avons tendance à interpréter toute peur comme une alarme absolue. C'est une erreur grossière. Certaines peurs protègent en effet contre ce qui détruit. D'autres protègent seulement contre l'intensité d'une existence plus vraie. Voilà pourquoi il faut apprendre à les distinguer. Qu'est-ce qui peut réellement arriver? De quoi ai-je peur ici? Quel refus, quelle déception, quelle perte d'image, quelle fatigue, quelle exposition? Puis une autre question, plus dure. Puis-je porter cela? Souvent, quand la peur retrouve une forme précise, elle cesse d'occuper tout l'espace. On peut se préparer à un refus, à une difficulté, à un travail long. On ne peut pas vivre sous le régime de la catastrophe diffuse. La préparation ne supprime pas le tremblement, mais elle empêche qu'il gouverne seul. Ensuite, il reste un instant irréductible où il faut quand même entrer. C'est cela le courage, et non l'absence de peur. Tous ceux qui ont donné une forme réelle à quelque chose d'important ont traversé ce point. Aucun n'a été dispensé. La différence n'est pas qu'ils tremblaient moins. C'est qu'ils ont cessé d'attendre la permission intérieure parfaite. Et pourtant, même cela ne conduit pas à une existence lisse. C'est une autre illusion que Jung détruit sans ménagement. Une vie digne n'est pas une vie protégée. Elle n'est pas une succession propre de progrès psychiques, d'actions courageuses et de récompenses méritées. Elle inclut l'échec, la perte, la déception, les contresens, l'usure, les retours en arrière, les jours sans forme, les efforts dont la récompense n'arrive pas, ou pas là où on l'attendait. Le malheur n'est pas une anomalie extérieure au sens. Il entre dans sa composition. Non parce qu'il faudrait célébrer la souffrance, mais parce que la profondeur dépend aussi de ce qu'une personne devient lorsqu'elle traverse ce qui ne la confirme pas. Une vie sans obscurité serait une vie sans densité. Le bonheur lui-même y deviendrait abstrait, faute d'être équilibré par quelque chose qui le rende lisible. Une victoire n'a de poids que si la défaite restait possible. Une joie n'a de relief que si elle n'a pas été distribuée mécaniquement. Une personne ne découvre pas sa propre force tant qu'aucune circonstance n'exige d'elle cette force. Elle ne découvre pas sa ténacité tant que rien ne résiste réellement. Elle ne découvre pas sa capacité à se tenir debout tant qu'aucun écart, aucun refus, aucune perte n'est venue rompre l'illusion d'une progression fluide. C'est pourquoi une œuvre rejetée, une tentative inachevée, un projet courageux qui échoue, une orientation prise avec gravité mais sans résultat apparent, peuvent avoir intérieurement plus de valeur qu'un succès obtenu sans implication profonde. Ce qui donne du sens, chez Jung, n'est pas seulement ce qui est atteint. C'est ce que l'on devient en poursuivant ce que l'on juge digne d'être poursuivi. Une personne qui a essayé sérieusement, qui s'est engagée, qui a traversé la contradiction sans se dissoudre, qui a découvert dans cette traversée des couches plus vraies d'elle-même, possède déjà quelque chose qu'aucune réussite superficielle ne remplace. Voilà ce que notre époque comprend difficilement, fascinée qu'elle est par les accomplissements visibles, les preuves publiques, les signes externes. Mais une existence ne devient pas significative uniquement parce qu'elle arrive. Elle le devient aussi parce qu'elle refuse de rester dans l'état d'attente d'elle-même. Elle le devient parce qu'elle accepte de rencontrer ce qu'elle est, d'intégrer ce qu'elle refoulait, d'agir malgré l'incertitude, et de ne pas interpréter chaque douleur comme une invalidation de son chemin. Il n'y a pas, au bout, une forme finale, impeccable, stable, délivrée de toute obscurité. Il y a un approfondissement progressif. Une fidélité croissante à ce qui, en vous, refuse la vie de seconde main. Le travail continue. L'ombre continue de parler. Les valeurs se corrigent.
Les peurs se déplacent. Les actes demandent d'être repris. Les échecs cessent peu à peu d'être de simples humiliations pour devenir de la matière. Les joies cessent d'être des preuves de réussite pour devenir des respirations dans un processus plus vaste. Et si quelque chose, en vous, est resté silencieux jusqu'ici en lisant cela, ne vous empressez pas de l'appeler accord. Ce silence ressemble parfois moins à une approbation qu'à cette région de vous-même qui comprend déjà qu'elle ne pourra pas éternellement continuer à remettre sa propre vie à plus tard.